Ça marche? Bien. Bonjour à tous. Bon, il n'y a pas de présentateur, donc on se présente nous-mêmes. Hein. C'est nouveau. J'étais invité à participer à cette table ronde sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Bon, je me présente, moi je suis Michel Delpont, donc je suis député à Marche. Donc, j'ai été élu au mois de juin sous la bannière d'Emmanuel Macron. Et je suis un ancien dirigeant d'un groupe alimentaire dans le vin de Bordeaux, vin de Bergerac, c'est pour ça mon accent d'ailleurs. Et donc un groupe important qui commercialisait 20 millions de bouteilles de vin par an en France et à l'exportation. Donc de fait de mes origines, en tant que député, j'ai choisi la commission des affaires économiques qui touche tout ce qui est agriculture, alimentation. Et donc, on travaille actuellement depuis 6 mois. Vous avez déjà entendu parler, si vous êtes là, des États généraux de l'alimentation. Donc, nous avons créé des ateliers dans toute la France, dans toutes les régions, en fonction des différents corps de métier, interprofessions, producteurs, distributeurs, consommateurs. 14 ateliers en 2 chantiers. Un premier chantier qui était sur ce qui est affiché là, sur la notion d'analyse de valeur ajoutée. Et un deuxième chantier, dont je parlerai après, sur l'alimentation saine et durable. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin des travaux. Les 14 ateliers ont rendu leur copie. Nous avons construit derrière ça un projet de loi. J'étais encore tout à l'heure au travail en matière d'amendement, justement, sur le projet de loi. Ce projet de loi a été présenté au mois de janvier au Conseil des ministres. Donc là, maintenant, on travaille les supports et les amendements. Et il sera ensuite... il rentrera dans l'hémicycle, on fera la loi, on va légiférer au mois de mai. Voilà. Donc normalement, l'objectif, c'est de pouvoir produire cette loi avant l'été. Il y aura aussi des ordonnances pour aller plus vite. Mais en l'occurrence, on a bien travaillé au niveau de tous les partenaires. Depuis l'agriculteur jusqu'au consommateur. Alors, le premier chantier, c'est la valeur ajoutée. Donc, en l'occurrence, c'est que l'agriculture a perdu beaucoup de valeur ajoutée et que certains agriculteurs ont des revenus insuffisants. Donc, et surtout, disparition de beaucoup d'agriculteurs. Comme vous le savez, vous avez dit dans la presse, une profession où il y a pas mal de suicides aussi. Donc c'est quand même pas très bon. Et pour les jeunes générations, notamment les jeunes agriculteurs, il était temps de faire quelque chose. Donc ce projet de loi a pour vocation de redonner de la valeur ajoutée à la production. C'est ce premier volet qui est indiqué ici. Et donc on va travailler sur l'inversion du prix. En d'autres termes, vous savez qu'on est en Europe et qu'en Europe, on n'a pas le droit de fixer des prix. Donc c'est un peu compliqué. En revanche, on va créer des indicateurs de prix qui vont permettre de définir un prix de revient. Et en l'occurrence, le projet de loi va donner plus d'importance aux interprofessions. Une interprofession, en fait, c'est un guide pour la filière. Chaque filière, bon, moi j'étais en le vin, mais il y a le lait, il y a l'élevage, les légumes, etc., les maraîchers. Bon, j'ai été président d'interprofession. En l'occurrence, c'est réunir les différentes familles professionnelles du métier, c'est-à-dire en ce qui me concernait, par exemple, c'était les producteurs et les négociants. Donc, on était élus par la profession elle-même, et la présidence tourne tous les ans ou tous les 2 ans. Cette interprofession va être renforcée par rapport à ce projet de loi, pour qu'elle puisse justement définir ces indicateurs
avec l'ensemble des partenaires, en l'occurrence producteurs négociants. Et ensuite, on espère que ces éléments vont permettre de fixer un prix rémunérateur pour le producteur. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la construction du prix. Ensuite, il y aura aussi un encouragement, ce qu'on appelait avant-après, des organisations de producteurs. Ce qu'on appelle dans le jargon les OP, organisations de producteurs, on va encourager les gens à se regrouper, que ce soit en coopérative, donc ma collègue en parlera, ou les organisations type GAEC, etc. Mais on veut qu'ils aient plus de force dans les négociations, parce qu'un agriculteur isolé manque de force de négociation, que ce soit pour l'écoulement du produit lui-même ou pour la valorisation et derrière tout ce qui est après marketing. En l'occurrence, quand on est un groupe coopératif qui sera évoqué tout à l'heure, bon, mais le producteur fournit sa marchandise, il est souvent transformé par une industrie agroalimentaire. Bon, en ce qui me concernait, c'était la mise en bouteille, création d'étiquettes. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le marketing, donc c'est de l'habillage, c'est de l'étiquetage, création de marques. Donc c'est ça qui après valorise les produits et qui permettent de sortir une valeur marchande qui est après proposée à la grande distribution ou à l'exportation. Bon, alors il y a le sujet de la grande distribution qui a été longuement évoqué. C'est pour ça que donc il y a eu des discussions assez orageuses. Et en l'occurrence, on va décider d'encadrer les promotions. C'est ce qu'on appelle l'encadrement des promotions, donc éviter la notion de vente à perte qui existe, mais qui est cachée souvent par le distributeur, parce que bon, il vend un produit à perte, mais il en gagne beaucoup par ailleurs. Donc l'idée, c'est d'arrêter le 1+1 et de limiter les promotions à 1 pour 2. En l'occurrence, on va dire 30%, quoi. Ça, c'est le jeu des promotions. Et idem pour le seuil de revente à perte. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais c'est une notion assez compliquée. Voilà. Seuil de revente à perte, c'est en fait c'est l'affaire du Nutella, hein, pour résumer. Ce qui s'est passé avec Nutella chez Intermarché, on ne veut pas que ça se renouvelle, parce qu'en fait, c'est pas clair, en sens qu'on fait un coup, et derrière, après, on marche par ailleurs sur d'autres produits, et on préfère que ce soit plus linéaire, et qu'il y ait cette notion, enfin, qu'il n'y ait plus cette notion de vente à perte, parce que ça se reproduit souvent. Bon, chez Nutella, c'est pas grave, mais quand c'est sur un producteur lambda, c'est beaucoup plus grave. Et donc, c'est pour ça que la moyenne des revenus des agriculteurs est de 350 €, ce qui est inacceptable. Sachant qu'après, ils ont une retraite de 700 800 €. Alors, on va travailler d'ailleurs sur les deux dossiers. Le dossier retraite, je n'en parle pas, mais il viendra ensuite, en termes aussi de projet de loi. Donc là, on va voir comment ça va se passer, parce que là, on va le présenter certainement par ordonnance. Mais on ne veut pas aussi que la valeur ajoutée, qui va être récupérée, entre guillemets, cette marge, aille aux distributeurs. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un ruissellement vers les petits. C'est pas que, parce qu'il y a deux types de fournisseurs. Il y a les petits producteurs, et je mets même les coopératives dedans, et puis il y a les grandes marques, type Nutella. Donc voilà, c'est là que le jeu se joue entre la notion de marge sur ces marques et sur les petits qui souvent payaient les pots cassés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va essayer de légiférer sur cette notion de vente à perte. Alors après, bon, ça c'est bon, c'est un fromage qui explique un peu la notion d'alimentaire et de produit d'appel. Mais je veux pas, je préfère répondre à vos questions, si vous en avez d'ailleurs, sur ce sujet. Ça, c'est le premier chantier. Je vais quand même, après, pouvoir laisser la parole à ma collègue pour les coopératives. Deuxième chantier, alimentation saine et durable. Donc là, c'est parti de l'affaire du glyphosate de cet été. Cet été, vous savez qu'il y a eu le renouvellement de l'autorisation du glyphosate européen.
Donc on prépare. Là-dessus, il y a des soupçons que ce soit un produit cancérogène. Ce n'est pas encore démontré, mais il y a des soupçons. Donc en l'occurrence, on a préféré l'Europe devait renouveler pour 5 ans. Nous avons décidé 3 ans pour la France. Et en espérant même raccourcir si c'est possible, si on trouve une molécule de substitution ou si on trouve des solutions de substitution, en l'occurrence technologique. Technologie, ça veut dire que demain, la robotique va certainement fortement toucher l'agriculture. Et plutôt que de passer un désherbant comme le glyphosate, on passera des mineuses ou des tracteurs robotisés qui arracheront l'herbe d'une autre façon, mais qui auront le même résultat, sauf que pour l'instant, c'est coûteux et que on a eu beaucoup de résistance pour le faire comprendre de la part des producteurs eux-mêmes. Alors certains, comme en viticulture, l'ont accepté plus facilement, parce que c'est plus facile de désherber une vigne qu'un champ de blé. En revanche, les céréaliers, eux, ont plus de mal à le comprendre parce que ça leur simplifiait la vie. Un coup de glyphosate avant de semer et c'était réglé. Et donc, il va falloir trouver d'autres méthodes. Alors, ce glyphosate nous a amené aux pesticides qu'on appelle aujourd'hui phytopharmaceutiques. Le vocabulaire, on l'appelait à un moment donné phytosanitaire, c'est une absurdité parce que sanitaire ça veut dire santé, donc aujourd'hui on l'appelle phytopharmaceutique. C'est pas bien mieux, mais c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de diminuer fortement les doses dans un premier temps. Enfin, deux choses. Diminuer fortement les doses phytopharmaceutiques quand ils sont utilisés de façon exagérée. Et puis passer au bio dans la mesure du possible. Passer au bio, ça prend du temps. Ça prend 3 ans, parfois plus, parce qu'il faut que la plante s'adapte. Une plante, ça c'est comme un médicament. Un individu drogué, il a du mal à se désintoxiquer. La plante, c'est un peu pareil. Donc il faut quasiment 3 ans. 3 ans avec parfois des pertes de récolte pour s'adapter un végétal. C'est l'objectif. La France est encore un peu en retard sur le sujet. On manque d'approvisionnement bio. Donc il faut mettre l'accélérateur sur ce sujet. On est à 6%, c'est complètement insuffisant. D'autres régions sont plus en avance. Et donc l'objectif, c'est de développer le bio de façon importante en France. Et pour ce qui est des cultures plus conventionnelles, de diminuer les doses de pesticides par 2. En gros, c'est ça. Donc, tout ça, ça va nécessiter beaucoup de formation, beaucoup de recherche et de technologie. Donc, recherche avec Indra, l'ADEME, on travaille dessus. Technologie, j'en ai parlé, c'est la robotique surtout, enfin la numérique et la robotique. Et puis, il y a des solutions alternatives. Donc, on sait très bien que on peut aujourd'hui utiliser des traitements à base de plantes ou encore de faire évoluer par croisement des plantes pour qu'elles soient résistantes aux maladies. Alors, ce n'est pas des OGM, je le dis tout de suite, parce que la question va être posée. Ce sont des croisements de végétaux. Pour la vigne, par exemple, on va chercher des vieux plants de vigne qu'on retrouve en Géorgie ou en Allemagne. On fait des croisements qui sont résistants aux maladies. Ça s'appelle des cépages résistants. Donc, moi, je suis très partisan de ça. Je le défends depuis 6 mois là, sur le dossier. L'INRA sait faire, mais jusqu'à présent, c'était un peu bloqué. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de demander au centre de recherche d'avancer très vite là-dessus. Et effectivement, la solution idéale, c'est d'avoir un cépage résistant, par exemple, pour la vigne. Excusez-moi de parler beaucoup de la vigne, mais il faut bien choisir un exemple. Et au lieu de passer le tracteur 15 fois avec un pulvérisateur, on ne passe plus qu'une fois maximum. Et encore, dans certains cas, on peut l'éviter si la plante est résistante. Un fruitier, un arbre fruitier, un pommier par exemple, il faut savoir qu'on passe parfois le tracteur 20 fois, 25 fois avec un pulvé. Donc aujourd'hui, il y en a qui ont pris le devant d'ailleurs. Pink Lady, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une pomme par exemple qui a décidé
enfin, qui se vend plus cher, mais qui est bio. Donc là, il y a des technologies aussi, de couvrir aussi des plantes, de mettre des filets, de mettre des formes de serre, en l'occurrence. Et on est plus en avance d'ailleurs chez les maraîchers parce qu'en fait, avec la notion de serre, on peut maîtriser plus facilement les maladies et les insectes surtout. Donc ça permet d'avoir une meilleure expérience et on est plus en avance sur les maraîchers que sur le reste. Surtout en climat océanique comme nous sommes. Moi je suis dans le sud-ouest, Bordeaux c'est assez océanique. Et justement en période de végétation, c'est-à-dire maintenant, quand ça va démarrer, bon, il y a souvent des pluies. Et le moins dans les lessivages, bon, mais le produit il disparaît. C'est ce qu'on faisait avant, ce qu'on appelait la différence entre les produits de contact et les produits et les intrants. Les produits de contact, c'était le fameux sulfate de cuivre, la bouillie bordelaise qu'on appelle, qu'on passe même sur les tomates, etc. Bon, cette bouillie bordelaise, qui est utilisée encore en bio d'ailleurs, une fois qu'il y a un orage, il faut repasser derrière parce que ça a été lessivé. Alors qu'un intrant, ça rentre dans la plante, mais les intrants, on n'en maîtrise pas les conséquences aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a certains dangers pour la santé humaine. Donc voilà, en gros, ce qu'on va faire. On va légiférer sur les notions d'utilisation de pesticides, d'encourager par des aides et des accompagnements le développement du bio. Demander au centre de recherche d'avancer sur des nouvelles plantes résistantes. Voilà schématiquement un peu ce qui va être proposé pour que justement l'alimentation soit plus saine et durable. Derrière, il n'y a pas que l'alimentation, il y a tout ce qui est aussi résidus qu'on retrouve dans les eaux, qu'on retrouve dans la nature, qu'on retrouve chez les voisins. Quand on passe un tracteur à proximité d'une école, par exemple, c'est de là aussi que c'est parti, avec une émission qui s'appelle Cache Investigation qui a mis un peu le feu aux poudres. Et donc, il faut regarder les choses en face. Moi qui suis du métier, je suis d'accord qu'on joue un peu à l'autruche et que là-dessus, on cherche un peu trop de facilité. Donc aujourd'hui, il va falloir vraiment travailler le dossier pour qu'on puisse diminuer les doses de pesticides et passer de plus rapidement en bio pour la plupart des cultures et pour l'alimentation. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce dossier EGalim qu'on appelle, c'est-à-dire État généraux de l'agriculture et de l'alimentation, qui va être qui va faire force de loi dès le mois de mai. Et puis on verra. Après, on évaluera parce que dans notre politique, nouvelle politique, on va dire, on va aussi jouer l'évaluation, c'est-à-dire que pas tout de voter des lois, il faut les appliquer, parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait des lois qui avaient été votées, qui n'avaient jamais été appliquées en termes de décret. Donc l'objectif dans notre mouvement, c'est de faire des lois, de les appliquer, de les évaluer surtout ensuite. Donc il y aura des évaluations qui seront faites au bout d'un an pour savoir comment ont évolué les partenaires et notamment tous ceux qui sont concernés par la production, l'agriculture et l'alimentation. Voilà un peu ce que je voulais vous dire plus qu'en introduction par rapport à l'ensemble du projet de loi, mais je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Sachant qu'il n'y a pas d'animateur, je vais donner tout de suite la parole à ma collègue qui va vous parler de la coopération. Merci. Bonjour à tous, donc, je suis Rachel Blumel de COP de France. COP de France représente 2500 coopératives agricoles et agroalimentaires. Il faut que vous ayez en tête que 3 agriculteurs sur 4 adhèrent au moins à une coopérative. Et effectivement, aujourd'hui, on se réunit pour faire un bilan de ces états généraux de l'alimentation qui, pour nous, était un temps très fort. Donc, juste pour vous redonner un ordre d'idée, nous avons un stand avec, on représente une marque sur 3 agroalimentaires et 40% du chiffre d'affaires agroalimentaire. Alors, une coopérative, qu'est-ce que c'est ? C'est en effet, comme vous l'a expliqué M. Delpont, c'est une mise en commun de moyens par des agriculteurs qui vont se réunir pour justement utiliser tous les outils en commun et mettre en commun leur production. Le rôle de la coopérative, c'est de les valoriser sur le marché agroalimentaire et de plus en plus de coopératives ont investi dans les unités de transformation. Et c'est pour cela que vous connaissez un certain nombre de marques, peut-être sans vraiment savoir
que ce sont des marques coopératives. Hein, par exemple, Candia, Yeo, on va avoir Delpera, Rougier, tout ça, ce sont des marques coopératives et dans le vin, il y en a également beaucoup. Donc nous représentons pratiquement toutes les filières, fruits et légumes frais et transformés, le vin, tout ce qui est viande, tout ce qui est céréales, les produits laitiers et puis les filières bio. Donc j'espère que je n'en ai pas oublié. Il y a aussi le sucre, par exemple la marque Daddy est aussi une marque coopérative. Donc le sens des coopératives pour les agriculteurs, c'est que ça met en commun les moyens. C'est en effet, ça crée une force collective pour jouer dans les négociations commerciales. Et l'investissement dans la partie transformation, c'est la création de valeur à partir des produits agricoles bruts pour aller sur la partie transformation. Une fois qu'on a dit ça, donc nous, les États généraux de l'alimentation, pour nous, a été un exercice extrêmement important parce que nous sommes dans un système de transition. Il y a une transition de la consommation et je crois que le Salon Made le met bien en avant puisque les consommateurs sont protéiformes. Eux-mêmes vont avoir des attentes très distinctes en fonction du temps dans le mois. En début de mois, ils auront peut-être plus d'exigences et puis en fin de mois, des exigences économiquement plus rationnelles, on peut le dire. Hein, beaucoup de panels le mesurent. Il y a aussi la volonté d'avoir les produits tout au long de l'année, 365 jours par an, H24. Et c'est vrai que l'outil digital a beaucoup changé les modalités de consommation. Et l'agroalimentaire regarde toutes ces évolutions de consommation avec attention. Il y a aussi une très forte attente de personnalisation dans les produits. Les consommateurs ne souhaitent plus avoir accès aux produits de masse, comme par le passé, mais veulent des produits qui répondent mieux à leurs attentes, qui vont évoluer peut-être tout au long de la journée ou en tout cas tout au long du mois et de l'année. Il y a également des transitions dans les modes de distribution, parce qu'on sait très bien que les circuits de distribution habituels et que nous connaissons depuis les années 60, qui sont les hyper, les supermarchés, eh bien, sont confrontés maintenant à un enjeu majeur, c'est comment mieux mailler les centres-villes. Comment répondre à ce qu'on dit, ce qu'on appelle les attentes multicanales, omnicanales même. Donc, ils font des analyses sur ce qui est acheté sur le net, ce qui est acheté dans les circuits courts, ce qui est acheté dans les plus petites surfaces, avec justement une adaptation de l'offre aussi beaucoup plus adaptée, je dirais, aux attentes. Enfin, il y a les transitions que vous évoquez, Michel Delpont, qui sont les attentes, l'évolution, les transitions en termes de production. Donc, que ce soit les industries ou les productions et les exploitations agricoles, puisqu'il y a une volonté, une recherche du consommateur d'avoir des produits naturels, d'avoir des produits sains, des produits safe aussi pour leur sécurité, et puis surtout pour répondre aussi aux enjeux environnementaux pour les générations futures. Donc vous voyez, nous sommes dans un contexte de nombreux changements et l'opportunité pour les coopératives des États généraux de l'alimentation était ouverte puisque ça permettait des échanges entre toutes les parties prenantes, aussi bien les ONG, les associations de consommateurs, que les producteurs, les transformateurs et les responsables de mise en marché, les distributeurs. Donc j'ai un petit support juste pour vous dire un petit peu. Donc ça, c'était le modèle coopératif. Mais nous avons trouvé que cette initiative était assez innovante. Elle a été organisée quand même dans des délais extrêmement courts, performants. Et COP de France s'est adapté en contribuant aux 14 ateliers. Nous nous sommes organisés pour avoir un président de coopérative dans chacun des 14 ateliers et pour pouvoir contribuer avec des propositions extrêmement précises. Donc en effet, il y avait deux chantiers, comme vous l'a évoqué Monsieur Delpont. Hein. Il y avait le chantier création de valeur, qui nous importe beaucoup, parce que je vais vous remettre 3 chiffres en tête. Le chiffre 4, c'est 4 centrales d'achat qui achètent. Plus de 10 000, c'est le nombre de fournisseurs agroalimentaires qui passent par le référencement de ces 4 centrales d'achat. Et plus de 400 000, c'est le nombre d'agriculteurs. Donc vous voyez très bien qu'il y a un rapport de force déséquilibré. Et pour nous, cette création de valeur, qui a été largement détruite depuis une dizaine d'années, parce que l'objectif, c'était de redonner du pouvoir d'achat par des prix plus bas, eh bien, on a entraîné le consommateur dans une perte totale de repères prix, puisqu'il y a eu une multiplication des promotions, et d'ailleurs, bien souvent, elles sont même incomprises des consommateurs. Entre le cagnotage, le 3 pour le prix d'un, enfin, ce genre de choses, plus personne ne sait ce qu'est le vrai juste prix d'un produit alimentaire. Donc,
ce contexte de destruction de valeur, il faut y mettre fin parce qu'en effet, toute la filière alimentaire est complètement appauvrie. Et donc, ça a un impact sur les investissements industriels, ça a un impact sur les emplois. Et pour l'agriculture et les coopératives, ça a un impact sur l'activité économique des territoires. Donc, on se rend bien compte que les consommateurs, les distributeurs, le monde politique, nos représentants au Parlement en ont pris conscience et souhaitent inverser les choses. Donc il y avait ce premier chantier qui était vraiment très important pour nous. Le deuxième chantier sur l'évolution des modes de production, il est également important parce que il est quand même incroyable. Enfin, moi, je suis à COP de France depuis 5 ans. Quand nous sommes sur des salons internationaux, tous les clients viennent nous voir en disant les produits alimentaires français, c'est des produits sûrs, c'est les meilleurs produits. Vous avez un savoir-faire qui est reconnu et on cherche des produits français. Et en France, toutes les semaines, nous avons, en effet, vous parliez de cache investigation, toutes les semaines, nous avons des émissions à charge sur le fait qu'on pollue, on empoisonne, etc. Donc il y a quand même un sacré décalage et je pense que nous sommes en partie responsables parce que nous ne savons pas communiquer sur ce qui est bien fait dans les exploitations agricoles. Il y a des tas de choses mises en œuvre et qui ne sont pas connues du consommateur. Et nous avons vraiment un travail, je dirais, de pédagogie et de communication à faire. Donc c'est pour ça que nous avons saisi, nous, les États généraux de l'alimentation comme une opportunité pour montrer tout le savoir-faire et pour dire nous sommes prêts à aller encore plus loin, en effet, à amplifier la production bio. Sur 2500 coopératives, 550 sont engagées dans les productions bio. Donc on s'est dit, eh bien, on est prêt à aller plus loin. Et c'est vrai que les produits en conversion devraient être valorisés, ne devraient pas être assimilés à des produits classiques. Et il y a des tas de démarches environnementales, des tas de labellisations, comme nous avons une démarche coopérative qui s'appelle Agri-Confiance, qui a plus de 20 ans, et qui n'est pas connue non plus des consommateurs. Donc comment on agrège tout notre savoir-faire pour mieux le passer et créer ce lien de confiance qu'on a perdu, les producteurs agricoles, les transformateurs et les distributeurs avec les consommateurs. Donc nous avons travaillé, contribué à des débats riches, de bon niveau, qui regroupaient vraiment toutes les parties prenantes sur le sujet, beaucoup de propositions et nous avons juste un bémol sur l'organisation des EGA, c'est qu'il y a eu un grand oublié qui est l'international. L'international est un levier important, comme je vous l'ai dit, de reconnaissance du savoir-faire français. Il y a des marchés émergents. Nous transmettons, nous, les coopératives, des savoir-faire avec des partenariats dans d'autres pays. Par exemple, nous avons beaucoup de coopératives africaines ou d'Asie qui viennent nous voir pour savoir quel a été le déclencheur qui nous a permis d'investir dans la partie transformation, parce que c'est là que la création de valeur existe. Et que de vendre des produits agricoles bruts, eh bien, ça n'enrichit pas forcément les agriculteurs. Alors, les suites que nous attendrons, il y a le projet de loi que vous avez exposé, tout à fait, qui pour nous est un projet de loi important parce qu'il faut vous remémorer sur les relations commerciales. La France est le seul pays qui a légiféré il y a 20 ans pour essayer de rétablir un équilibre dès lors que cela était possible, au regard des chiffres que je vous ai évoqués. Et ce droit spécifique des relations commerciales, qui relève du Code de commerce, il a une spécificité, c'est qu'il donne le pouvoir au ministre de l'économie de contrôler l'équilibre de la relation commerciale, de la sanctionner, voire même d'agir en justice. Ça n'existe nulle part ailleurs. Pourtant, ça a fortement inspiré d'autres pays européens comme l'Espagne, l'Italie, la Pologne. Vous avez de plus en plus de pays et le sujet du déséquilibre de la relation commerciale monte en puissance au niveau européen. Il y a une réflexion en cours pour légiférer sur les pratiques commerciales déloyales. Qu'est-ce qu'une pratique commerciale déloyale ? Eh bien, c'est quand vous venez présenter vos produits, c'est de conditionner le référencement de vos produits à une compensation de perte de marge, parce que moi, distributeur, j'ai choisi de les vendre à un prix moindre. Donc, vous allez financer non seulement votre concurrence, mais aussi la mienne avec mes collègues. C'est le fait de déréférencer des produits si vous ne me proposez pas des promotions supérieures. Si vous ne valorisez pas, si vous ne me donnez pas les messages de valorisation des produits. Donc on en arrive à un stade où on est presque à du dépôt-vente dans certaines enseignes. Donc on ne peut pas tout assumer en effet. Et c'est là où les leviers que M. Delpont vous a exposés concernant l'encadrement des promotions, la hausse du SRP, enfin le seuil de revente à perte, on ne va pas rentrer dans la technique, mais qui devrait donner un peu plus de souffle
pour éviter de poursuivre cette guerre des prix qu'on connaît depuis une dizaine d'années et qui a créé cette destruction de valeur. Pour COP de France, ce qui est important, en tout cas dans ce projet de loi, nous avons 3 sujets. Il y a les relations commerciales, il y a le statut coopératif aussi, auquel nous tenons beaucoup, parce que c'est l'économie sociale et solidaire. Nous avons un droit spécifique qui garantit un certain nombre d'engagements vis-à-vis des agriculteurs coopérateurs, et nous avons une approche économique qui leur garantit des débouchés. Donc ça, c'est très important aussi que ce soit reconnu à sa juste valeur. Et puis le 3e levier, c'est toute la partie en effet de transition des modes de production sur moins d'intrants, plus de produits à création de valeur qui répondent aux attentes consommateurs, et donc des efforts aussi sur la restauration collective, puisque le projet de loi le prévoit. La restauration collective, il est prévu dans ce texte que, donc c'est tous les restaurants gérés par les collectivités locales, très majoritairement, de prévoir une hausse et la montée en gamme, en tout cas, des produits proposés. Et nous, ce que nous demandons aussi, c'est qu'il y ait une revalorisation, parce qu'à aujourd'hui, un repas dans une cantine, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les hôpitaux, etc., c'est 1,40 €. C'est difficile de proposer du bio français à 1,40 €. Donc il y aura certainement des péréquations de marge aussi dans les budgets publics pour pouvoir maintenir des filières. Donc nous, en tout cas, ce projet de loi, nous y serons très attentifs et nous contribuons. Nous contribuons activement depuis plusieurs mois. Par contre, on pense que ça ne suffira pas. Il faut un vrai changement d'état d'esprit dans le mode de fonctionnement entre le client et ses fournisseurs. Et ce changement, il viendra par les attentes consommateurs. Il faut de la co-construction, il faut mettre en scène les produits, il faut donner de l'information aux consommateurs. Et ça, on ne pourra pas le faire nous tout seuls, en représentant les agriculteurs et les industriels. On a besoin de l'aide des distributeurs. Eux-mêmes sont à la recherche de leviers de différenciation. Donc, il faut travailler ensemble. Et il y a des métiers émergents sur le sujet, tout ce qui concerne le digital dans notre secteur, tout ce qui concerne le category management, c'est-à-dire la mise en scène des produits dans les rayons, pour redonner du sens aux actes d'achat des consommateurs. Donc, nous misons beaucoup sur ce partenariat. Et c'est pour ça que, collectivement, les coopératives, nous ouvrons des dialogues avec un certain nombre de clients de nos adhérents pour qu'ils comprennent mieux ce qu'est un produit coopératif et pour qu'ils l'associent justement au cap qui a été donné par les États généraux de l'alimentation, c'est-à-dire de la création de valeur, le maintien des filières dans les territoires, avec ce lien direct avec les agriculteurs. Donc nous avons lancé un grand débat coopératif auprès des salariés et des agriculteurs, mais peut-être que mon président souhaiterait le présenter, Michel, puisqu'il est arrivé, je suis ravie. Donc je pense, Michel, que ce serait bien que vous puissiez parler de notre positionnement sur le bien commun. Mais voilà, nous sommes vraiment dans l'état d'esprit des États généraux. Ça, c'est pas bien, Rachel. Je pensais rester tranquillement caché au fond de la salle, vu mon retard. Mesdames et messieurs, merci d'avoir la gentillesse donc, de m'écouter sur cette partie-là. Effectivement, dans tout ce que vous a dit Rachel, l'enjeu pour nous, dans nos entreprises coopératives, pour nos adhérents, c'est de savoir si l'analyse des changements de notre environnement a eu lieu au sein de nos entreprises. Comportement du consommateur, attentes sociétales et autres. Deuxièmement, c'est de savoir si cette analyse a été faite, est-ce que les plans stratégiques de nos entreprises, de nos coopératives, ont été adaptés par rapport à ce changement d'environnement. Et puis troisièmement, c'est de savoir si l'entreprise coopérative s'est donné tous les moyens pour que les élus et les collaborateurs aient la montée en connaissance, c'est-à-dire des plans de formation et autres, pour s'adapter. Vous voyez, à travers de 3 questions qui paraissent assez génériques, ça vous permet de rebalayer le fonctionnement d'une entreprise et surtout de savoir quel est le sens qui est donné. Nous sommes là dans la partie définition des attentes, plan stratégique, mais il y a également un certain nombre d'interrogations qui sont faites sur cet outil coopératif qui a été construit par nos aînés. Est-il toujours d'actualité pour les jeunes générations pour répondre aux attentes de la société? Alors, en tant que dirigeants, nous devons répondre formellement oui, mais ça ne nous empêche pas de nous poser les questions au quotidien. Et donc, dans le cadre de cette tournée régionale, nous allons aller interroger nos adhérents
élus, collaborateurs, souvent les dirigeants des coopératives, partager le débat avec eux. Mais surtout, nous allons ouvrir à partir de demain une plateforme à partir d'un questionnaire et à partir de propositions que pourront faire tous nos adhérents, tous nos salariés, voire des personnes extérieures, sur les ressentis qu'ils ont par rapport au questionnement que nous nous posons. Ce n'a pas un but quantitatif, c'est un but qualitatif de sentir si, ce qu'on appelle les signaux faibles, si comment dire, les réactions que l'on nous renvoie de nos adhérents, de notre environnement, sont justifiées ou pas. Et d'essayer de le traiter qualitativement. Tout cela pour orienter nos travaux en tant que fédération, orienter nos travaux quant à la dynamique que l'on veut donner à nos coopératives, à nos adhérents, mais également pour nos coopératives elles-mêmes, qu'elles valident bien, qu'elles vérifient bien que ce qu'elles pressentent, ce qu'elles entendent, est bien partagé par un nombre important et que cela permette de faire du mouvement. Clairement, on voit bien que l'enjeu que l'on a, c'est l'adaptation permanente de nos entreprises. Nous avons le revenu de nos adhérents. Rachel a exprimé sur le débat qui a eu lieu pendant les États généraux de l'alimentation sur la valeur qui est consacrée par nous tous dans notre alimentation. Et quand nous prenons des références sur la France comparativement à l'Allemagne ou d'autres pays, on voit bien que dans d'autres pays, malgré qu'il y ait une compétition forte entre acteurs de l'agroalimentaire et de la distribution, il y a naturellement une prise en compte de la variation des prix des productions agricoles dans le prix de l'alimentation des concitoyens. C'est un phénomène qui a disparu en France et qui est dévastateur, comme ça a été expliqué, donc il faut que l'on revienne là-dessus. Ça, c'est le premier point, la création de valeur globale pour pouvoir faire vivre et nourrir toute la filière. Et puis, le deuxième aspect, c'est d'avoir les produits que vous, consommateurs, que nous, consommateurs, nous voulons et nous changeons au fil du temps sur nos attentes. Donc, notre capacité de nous adapter à ces demandes. Par contre, ce qu'il y a de certain, c'est que nous sommes convaincus que quand on parle du producteur au consommateur, et quand on est urbain, on n'a pas la possibilité d'aller tous les jours chez un agriculteur ou toutes les semaines chez un agriculteur. Il faut que l'on puisse envoyer cette possibilité, que le consommateur puisse avoir une relation avec ce producteur au travers de la coopérative. Et là-dessus, on compte beaucoup sur le numérique, pour, avec ces nouvelles technologies, de pouvoir avoir ce contact, suivre la vie du produit, son élaboration. Alors bien sûr, ça sera de manière volontaire, les consommateurs qui souhaiteront connaître l'origine de leur alimentation, l'élaboration, toutes les conditions qui font que ça arrive jusqu'à sa table. Voilà, alors dans ce grand débat que l'on veut pousser, c'est tout simplement, je pense que c'est dans la modernité de notre société, et ce n'est pas qu'une question de modernité, c'est une question d'efficacité, c'est de pouvoir questionner régulièrement ceux qui au quotidien vivent, je dirais, ces évolutions, ces changements. Et une entreprise n'a pas trop le droit de se tromper. Si elle fait une erreur d'analyse stratégique, elle peut le payer très cher. Et en l'occurrence, bien sûr, dans les sociétés classiques, ce sont les actionnaires qui subissent. Mais dans nos coopératives, ce sont nos propres adhérents qui sont propriétaires de l'entreprise, qui peuvent en subir les conséquences. Donc nous n'avons pas intérêt à nous tromper sur les orientations que nous donnons. Voilà, mesdames et messieurs, la façon dont COP de France, par rapport à tous ces sujets de société et les EGA qui ont mis en avant ces choses-là, là on a parlé beaucoup d'alimentaire, mais on pourrait parler d'énergie renouvelable, on pourrait parler d'économie circulaire, où on est investi de la même façon. Et donc tout ce travail qui est engagé sur ce premier semestre 2018, avec des rendus sur le deuxième semestre, eh bien c'est la façon dont nous voulons contribuer, nous mettre, je dirais, à niveau par rapport aux attentes qui sont exprimées par la société. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, effectivement, il a terminé sur l'économie circulaire. Je voulais préciser que je travaille également en tant que député sur la méthanisation et sur l'hydrogène. La méthanisation, c'est donc une forme d'économie circulaire. C'est une façon d'exploiter les déchets de l'agriculture et autres, de l'industrie agroalimentaire,
voire les eaux usées, pour produire donc du méthane. Et avec le méthane, on produit soit de l'électricité, soit on peut en venir à l'hydrogène. Pour ce qui est d'une notion d'économie circulaire, le méthaniseur produit aussi un digestat qui est donc le résultat des bactéries qui ont travaillé les déchets. Ce digestat, on le met dans une serre qui est elle-même chauffée par le méthaniseur, puisque ça dégage de l'énergie, de la chaleur. Ce digestat, une fois séché, eh bien, il se transforme en engrais et l'agriculteur le récupère comme engrais. Donc voilà une forme d'économie circulaire. Les méthaniseurs, on doit fortement les développer en France, parce que nous sommes là aussi plus en retard que l'Allemagne sur le sujet. Mais l'Allemagne en avait besoin parce qu'ils ont arrêté carrément le nucléaire, donc ils avaient besoin de produire de l'énergie de toutes sortes, malheureusement aussi carbonée. Mais ça, c'est vraiment une énergie décarbonée, ce qu'on appelle l'énergie verte. Donc je travaille sur ces dossiers avec le solaire et l'éolien. L'éolien, c'est un peu plus contesté parce que tout le monde en veut, mais quand on le met chez soi ou dans la proximité de son village, on n'en veut plus. Ça, c'est plus compliqué. Mais pour ce qui est du solaire, c'est un peu plus facile. Le méthaniseur aussi. Et l'hydrogène, donc, qui pour moi, et ça je le vois avec Nicolas Hulot, c'est l'énergie de demain. Je le pousse à avancer là-dessus. Je pense qu'il va faire une annonce dans les jours qui viennent sur le sujet pour que l'hydrogène devienne une véritable énergie pour les transports en commun, déjà. Tout ce qui est train à hydrogène, autobus à hydrogène, bateau. Moi, même il y a maintenant un vélo à hydrogène qui a été créé également à Biarritz. Et voitures, bien sûr, il y a quelques voitures qui sont sur Paris, de Toyota notamment, qui est en avance sur le sujet. Le plus difficile sera, comme pour les batteries de recharge, ce sera de créer des stations. Le Japon vient de créer une société, énorme société pour créer des stations dans tout le Japon sur l'hydrogène. Donc voilà, donc tout ça c'est déjà en route. Sur les rails, je dirais, c'est un jeu de mots avec le train à hydrogène. Et je me bats pour que la région, moi je suis en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, on puisse investir dans les trains à hydrogène pour tout ce qui est des trains du quotidien, comme dit Emmanuel Macron, en l'occurrence les trains transversaux, les TER, sachant qu'on a des lignes maintenant TGV qui sont efficaces. Je vois Bordeaux-Paris, maintenant c'est 2h04, c'est formidable. C'est beaucoup mieux. Depuis le mois de juillet, j'ai arrêté l'avion. Je ne prends plus que le TGV. Et il nous met en plein Paris, en l'occurrence, alors que l'avion, ce n'est pas toujours évident. Il faut accéder après au centre-ville via voiture, taxi et autres transports en commun. Donc, pour moi, ce fameux train à hydrogène est une solution dans toutes les lignes ferroviaires qui n'ont pas de caténaire. Et c'est la plupart du cas de toutes les lignes transversales. Donc voilà, ça c'est un dossier qui touche aussi l'agriculture parce qu'on peut produire donc, à partir de la méthanisation. Et là-dessus, il y a tout un champ de disponibles et en même temps, c'est une façon de réduire les déchets. Oui, la question. Oui, j'ai bien entendu votre vœu via la loi d'orienter vers une alimentation encore plus saine et durable, même si je crois que c'était souligné, on n'a pas du tout à rougir des pratiques agricoles et agroalimentaires françaises, bien loin s'en faut. Alors c'est bien à ce niveau-là que je veux orienter ma question. Vous voulez donc laver plus blanc encore en France ou plus vert en France, alors que nous sommes dans un marché qui est un marché européen. Comment envisagez-vous l'avenir de la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français avec de nouvelles restrictions d'usage, de nouvelles contraintes qui ne seront pas adoptées par nos voisins espagnols, italiens, allemands, etc. On va faire comment ? C'est-à-dire, est-ce que du coup, les produits français vont devenir plus chers et naturellement, notre chère grande distribution va se faire un plaisir d'importer des produits réalisés chez nos voisins à moindre coût parce qu'avec moins de contraintes. Enfin, on va où là ? Moi, je pense qu'il faut quand même avoir une analyse économique un peu réaliste. Alors, je comprends votre question. Je rejoins votre première observation en disant que la France, effectivement, produit des appellations. On a été à l'origine des appellations, à l'origine des indications géographiques protégées, IGP, en abrégé, 20 pays, etc. Donc tout ça, c'est effectivement, on a une agriculture, une alimentation déjà de qualité au travers de ces labels, de ces appellations. On peut faire mieux, il faudra faire mieux par rapport au bio. Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure,
diminution des pesticides. Mais par rapport à l'Europe, on va se battre aussi pour qu'il y ait une harmonie sociale et fiscale et également réglementaire pour l'Europe. Le glyphosate, c'est un problème européen, ça sera pour l'Espagne comme pour les autres, quand la loi va tomber, en l'occurrence. Donc voilà, l'objectif, on veut avancer, on veut être vertueux. Pour l'instant, le bio, ça a toujours été un peu plus cher. J'espère qu'on va le généraliser de façon beaucoup plus importante en termes de dimension, les prix seront plus compétitifs, c'est comme de tous. J'ai parlé de l'hydrogène tout à l'heure, il est cher, mais demain il sera moins cher. Le solaire, c'était très cher, aujourd'hui ça ne vaut plus grand-chose d'installer un champ solaire. Donc tout ça évolue avec la technologie, et les pays voisins devront en faire de même, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne. Et par rapport aux importations, je vois venir votre question sur le CETA et le Mercosur. Pas nécessairement. Moi, je parle simplement du marché européen. C'est-à-dire que vous interdisez le Roundup en France, le glyphosate en France, dans 1 ou 2 ans. Pourquoi pas? Mais bon, s'il continue à être autorisé dans nos pays voisins, où est l'avantage, quoi? Même pour le consommateur, d'ailleurs. L'autorisation du glyphosate, c'est européen. Donc, ah oui. On s'est donné l'Europe a donné 5 ans, la France 3. Je pense que si on trouve des solutions, l'Europe s'alignera sur la France et ce sera à 3 ans. Mais on sait très bien qu'un des atouts du glyphosate, c'est son coût de revient qui est extrêmement compétitif pour l'agriculteur. Le jour où vous l'interdisez en France, mais vous continuez à l'autoriser en Espagne ou en Allemagne, vous créez un choc de compétitivité. Le président sans dogmatique aucune. Ma réponse, le président de la République l'a donnée ici même au Salon de l'Agriculture. Il a dit « Je ne veux pas renouveler le cas de l'amiante. Je ne veux pas être responsable politiquement d'un sujet grave en termes de santé de la population française. Le cas de l'amiante, on a laissé filer. Aujourd'hui, il y a 100 000 morts de l'amiante. Donc, c'est politiquement responsable. Et là-dessus, on est obligé de mettre des lignes rouges. On va voir. On s'est donné 3 ans. Donc, c'est quand même assez large. Les chercheurs sont en mesure de trouver la solution d'ici 3 ans, à mon avis. Et la réponse est attention, danger. L'amiante, il y a eu danger, on n'a pas pris assez de précautions, et aujourd'hui on voit les conséquences. Donc, et je travaille aussi pour ma Circo sur une station de désamiantage, justement parce qu'on a maintenant des solutions techniques pour traiter ces produits. Alors vous évoquez la question de la recherche agronomique, enfin de besoin de recherche. Moi j'ai quand même entendu également des signaux d'alerte sur les moyens, la poursuite des moyens de la recherche agronomique. Alors est-ce qu'on se donne effectivement les moyens pour accompagner ces demandes de la société, ces besoins de mutation? Sur votre première partie de votre question, on a entendu le président de la République qui dit que les règles applicables en France doivent être les mêmes que les règles applicables en Europe. Nous, on écoute cela. Alors, cela veut dire quoi? Alors, on nous dit, mais on va essayer de faire mieux pour convaincre les autres. Oui, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui démarre, d'accord. Mais la question que vous posez de la compétitivité, c'est vrai, a été absente des débats des États généraux de l'alimentation, comme l'international, d'ailleurs. Et la dernière rencontre que j'ai eue avec le président de la République, c'était au Salon de l'Agriculture, où on nous met très en avant la compétitivité hors coût. Et je pense qu'en France, on a inventé les AOP, les AOC à l'origine, on a inventé les labels rouges, on a inventé les IGP, c'est sous, je dirais, influence française que les AOP et les IGP ont été créés au niveau européen. Je pense que dans ce domaine-là, nous savons faire et nous n'avons qu'une volonté, c'est le développer davantage parce que cela va vers l'information du consommateur, d'où viennent les produits, comment ils sont élaborés. Et deuxièmement, ça a un effet économique majeur sur les territoires puisque la richesse, comme elle est identifiée au travers du produit, revient sur le territoire. Dans cet aspect-là, moi je dis, on l'a traité et il faut continuer à le déployer. La compétitivité coût, c'est un problème général en France, tout secteur d'activité confondu. Donc ça, c'est de la responsabilité du chef de l'État et du gouvernement de prendre les mesures. Donc je ne fais pas de politique, je regarde ce que fait le gouvernement, le président de la République, pour faire évoluer notre société. J'ai le sentiment qu'il a été élu pour ça, sur une promesse de faire changer notre société, notre organisation économique, fiscale et autres. Donc
je suis comme vous tous, je suis spectateur de cela et j'espère qu'il aboutira à ce qu'il a promis parce que, comme vous le dites, notre enjeu à nous, c'est d'avoir une compétitivité globale qui nous permette pas seulement d'ouvrir des marchés qui nous seront pris demain par des compétiteurs qui nous copieront et qui seront plus compétitifs en termes de coûts de production, mais bien d'être alignés et de garder nos avantages. Quand on pose le débat des moyens de production, moi j'ai tendance à dire que le métier d'un agriculteur, c'est d'élever, de nourrir et de soigner des plantes et des animaux. Et ce qu'il a cherché à faire depuis toujours, c'est enlever de la pénibilité, apporter de la sécurité. Si on prend l'exemple des intrants, moi je ne suis pas pour ou contre les phytos. Pour moi, c'est un moyen de production. C'est un moyen qui me permet de tenir la production dans mes champs ou pour mes animaux. Et donc c'est un moyen de sécuriser les volumes, les qualités et implicitement mon revenu. Si demain, la technique me permet de remplacer ces molécules de synthèse par d'autres techniques, je n'ai aucun problème, à la condition que l'équilibre économique soit respecté, que je dégage un revenu. Donc, ce que nous disons, nous, comme de France, sur ces sujets-là, je dirais, quelque part, je prends l'exemple que M. Hulot a... Enfin, ce n'est pas un exemple comme de M. Hulot, c'est la position qu'a pris M. Hulot sur les moteurs thermiques. Tout le monde a dit, M. Hulot, faut qu'en 2040, il n'y ait plus de moteurs thermiques, qu'il n'y ait plus de voitures, pardon. Qu'il n'y ait plus de voitures. Moi, je dis, c'est pas ça qui a été dit par le ministre de la Transition écologique. Quelque part, en 2040, il faut que nous ayons trouvé des solutions pour remplacer le moteur thermique par d'autres énergies renouvelables, etc., etc. Sous-entendu, si vous, start-up, laboratoire, vous trouvez ces solutions-là, sachez que vous aurez le soutien des pouvoirs publics, nous l'avons décidé, pour que vous ne soyez pas bloqués par ceux qui sont en place aujourd'hui avec les énergies fossiles, les moteurs thermiques, etc., etc. Et donc, si je fais cette lecture sur l'automobile, je fais la même lecture pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous laisse l'espace-temps nécessaire pour que les solutions alternatives soient mises au point, qu'on nous laisse d'ailleurs accès à toutes les techniques souhaitables, à la limite du débat éthique qu'on peut avoir au sein de la société. Et je ne voudrais pas prononcer le terme OGM qui fait peur, parce qu'on l'a traduit comme quelque chose de dangereux, de nocif et autres. Je parle de la technologie qui permette d'adapter la génétique des plantes. Demain, nous enlevons les molécules de synthèse, en particulier sur les fongicides. L'INRA a fait la démonstration, 17 ans de travail, pour faire de nouveaux gènes dans la vigne qui permettent que la plante s'auto-protège contre des champignons néfastes pour la plante. Donc, si la société accepte que l'agriculture soit au même niveau que le spatial, la médecine, le numérique ou autre, c'est-à-dire d'utiliser les nouveaux savoirs pour progresser, nous saurons régler, enfin, je le dis un peu, nous saurons régler ces problèmes-là. Par contre, vous avez raison, il ne faut pas qu'on nous laisse en distorsion de concurrence avec nos partenaires européens qui approvisionnent notre marché, car nous importons beaucoup de production alimentaire de l'extérieur. Et là, quelque part, je donnerai une réponse par avance parce que j'entends, vous savez, quand on se promène dans les couloirs, des tas de choses, comment la France, l'Europe n'est pas assez stricte, donc on va faire un règlement français. Moi, je dis, surtout pas, vous allez décrédibiliser l'Europe auprès du concitoyen, et les règles qui sont mises, excusez-moi, il y a beaucoup de pays du monde ou de sociétés dans le monde qui seraient heureux d'avoir ce niveau de réglementation. Par contre, rien n'empêche dans les démarches privées, des entreprises, des groupes d'entreprises, de dire « je fais mieux que la réglementation ». Mais ce n'est pas la même chose d'avoir des entreprises à titre privé qui affirment qu'elles font mieux et qu'elles le prouvent, que de dire qu'entre le pouvoir politique réglementaire européen, le pouvoir politique réglementaire français, on explique qu'il y en a un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Ça, moi, en tant que consommateur, j'en parle pour l'agriculture. J'aimerais pas qu'on me fasse ça pour les voitures, qu'on me fasse ça pour les autres produits de consommation. Donc, clairement, on est dans l'Europe ou on n'y est pas. On prend les règles ou on ne les prend pas. Et à partir de là, effectivement, on peut estimer que nous serons dans une compétition loyale entre, à minima, partenaires européens. Le reste de l'international sont d'autres sujets. Oui, juste un petit mot de plus par rapport à l'harmonie fiscale, sociale et réglementaire de l'Europe.
Pour ce qui est du projet de loi, il y a le grand plan d'investissement qu'on appelle le GPI de 55 milliards pour la France. Et en l'occurrence, il y aura 5 milliards pour l'agriculture qui seront des mesures d'accompagnement en matière de recherche, d'aide, etc. Donc c'est un peu la réponse à votre question sur les questions d'accompagnement et des budgets. Je crois que l'heure est écoulée. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on peut le faire par mail si vous voulez, via l'organisation du salon. Merci à tous.